Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bonne fête à tous les Algériens, où qu'ils soient. Eh bien, dans une Algérie nouvelle. L'Algérie de la liberté, l'Algérie de la paix, l'Algérie de la dignité, l'Algérie du progrès. Eh bien, 58 ans après, cette indépendance arrachée après 132 ans de colonisation et qui, en 2020, vit une autre date historique qui est venue s'ajouter à l'exploit de cette patrie qui a été et est l'exemple de bravoure. L'événement qui marque cette histoire, la restitution et le rapatriement des restes mortuaires des 24 glorieux résistants algériens. Eh bien, sans plus tarder, on aura un programme bien varié, il sera question de parler d'histoire. Il sera question aussi de parler d'invention. Il sera aussi question de parler avec des historiens, des anthropologues, des chercheurs dans l'histoire. Eh bien, restez avec nous 2 heures durant jusqu'à 10h30 en ce 6 juillet 2020. Eh bien, sans plus tarder, comme on vous l'a habitué, c'est commencer avec les vidéos de la semaine. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu différent puisqu'on a reçu 2 messages de 2 petites filles. Alors, chacune dans son pays. Alors, l'une qui est algérienne et qui est au Caire, qui habite au Caire, à Mesr El Jadida, qui s'appelle la petite Kenzi Saif El Yazal. Alors qu'on verra dans un petit moment et on saura son message au peuple algérien. Mais comme on vous l'a habitué, on commence avec la rubrique Flashback et la chanson. Alors, Ma bqash l'istimar fi bladna.
تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. Eh bien, puisque la révolution algérienne a connu quand même au maquis les hommes et les femmes à leur côté. On verra tout à l'heure la présence de la Moujahida Fayrouz qu'on connaîtra et qu'on saura un petit peu de ce qui s'est passé le 5 juillet 62. Elle a vécu ces moments de l'indépendance. Eh bien, sans plus tarder, on vous propose cette image qui parle d'elle-même. On se retrouve juste après. Eh ben, je suis en compagnie aussi avec notre Sedak Bankada, anthropologue et chercheur au CRASC. Alors, que pensez-vous de cette photo de la semaine? On va dire la photo de l'histoire. C'est une photo de l'histoire et c'est une photo de la mémoire. Et ça me rappelle, j'étais jeune à l'époque, en 1966, le retour des restes de l'émir Abdelkader de Damas. Alors que 54 ans après, 1966-2020, 54 ans, ça fait une date importante, une deuxième grande date dans la politique de la mémoire en Algérie. Et c'est une très bonne chose. Très bien. D'ailleurs, quand on voit cette photo, comme tout Algérien, on a suivi le rapatriement de ces 24 glorieux résistants. Ça nous a tous, on a tous eu les larmes aux yeux. Il y en a même ceux qui ont pleuré, même les jeunes, la jeune génération. Elle a suivi de bout en bout, d'ailleurs, l'arrivée de ces martyrs qui ont donné de leur vie pour la liberté de cette patrie. D'ailleurs, on va dire, la révolution a commencé depuis le 5 juillet 1830. Absolument. Très bien. Alors, sans plus tarder, on vous propose ce message de la jeune Kenzi Seif El Yazel. Alors, elle est algérienne et qui réside au Caire, à Masr El Jadida. On va suivre son message. Hello, my name is Kenzi and I'm Algerian and I'm proud to be Algerian. I live in Egypt and today is a very special day for Algeria. It's July 5th. It's the Independence Day for Algeria. I celebrate it every year at the Algerian Embassy in Cairo. But because of the coronavirus, I will celebrate here for you. Thank you. Eh bien, c'est la petite Kenzi, âgée de 8 ans, en 3e année primaire à l'école Metropolitan School du Caire. Eh bien, surtout qu'elle est surnommée la princesse Kenzi, à qui on fait un gros bisou. On te dit, nous aussi, bonne fête du 5 juillet. Alors, elle a dit que j'ai l'habitude de passer le 5 juillet, de fêter le 5 juillet à l'ambassade algérienne au Caire. Eh bien, mais cette fois-ci, vu les événements et vu aussi la pandémie mondiale du coronavirus, elle n'a pas pu, on va dire, bien le fêter en communauté algérienne. Eh bien, elle le fête au sein de sa famille, à la maison, confinée, comme elle a dit. Et elle dit, one, two, three, vive à l'Algérie. Eh bien, on te dit, Kenzi, one, two, three, vive à l'Algérie. On te fait un gros bisou et bonne fête à toute la communauté algérienne, où qu'elle soit, et particulièrement celle du Caire. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer notre débat avec M. Sedak Bankada, alors chercheur anthropologue en histoire. Très bien. Eh bien, l'Algérie a connu quand même une date historique, le 3 juillet, puisqu'aujourd'hui on parle de l'événement historique qui vient s'ajouter aux dates très importantes et qui marquent l'histoire de l'Algérie, la restitution des restes mortuaires rapatriés. C'est une date phare dans l'histoire de l'Algérie plus que millénaire, et ça marque d'une pierre blanche toute cette restructuration de la politique mémorielle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est un atout très important pour les prochaines générations, et même pour les générations présentes. S'il y a une signification à donner à cette date du 3 juillet, d'abord qu'elle coïncide avec le jour de la proclamation officielle de l'indépendance de l'Algérie. Ça a été le 3 juillet 62. Le 3 juillet 1962 à 16 h. Le général de Gaulle, il a fait la proclamation de l'Algérie. Il a transmis
de l'indépendance et l'a transmis à M. Abdelrahman Fares, qui était président de l'exécutif provisoire. Et à partir de là, il y a eu le choix par les instances supérieures de la Révolution à l'époque de dater l'indépendance de l'Algérie symboliquement à partir du 5 juillet 62 au regard de l'entrée de l'armée d'occupation le 5 juillet 1830. Très bien. Alors la page de l'histoire de l'Algérie qui est très importante et en signifie que la résistance du peuple algérien a commencé non seulement le 1er novembre 54, mais depuis 1830. Ça, c'est un fait acquis, bien sûr. Dès les premières heures, je ne dirais pas les premiers jours. Exactement. De l'attaque. Ça a été d'abord le blocus par la marine française de la baie d'Alger le 14 juin 1830. Ça a commencé le blocus et il y a eu le débarquement à Sidi Fraj le 5 juillet 1830. Dès ce jour, dès les premières heures, il y a eu le soulèvement du peuple algérien dans toutes les régions du pays, surtout la région d'Alger, où ça s'est passé, puis ça s'est étendu à tout le territoire national. Très bien. Donc, Monsieur Sadak Benkada, alors on a vu aussi d'ailleurs la Muqawama Shabiya qui a commencé depuis 1832. D'ailleurs, vous venez juste de nous dire depuis 1830. Donc, par, on va dire, le soulèvement de l'émir Abdelkader. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus sur cette période? Bien sûr, c'est une période très importante. La résistance de l'émir Abdelkader, ce n'est pas seulement un soulèvement, c'est une résistance avec un projet de création d'un État moderne. Et il fallait contrecarrer l'invasion coloniale par un soulèvement populaire, mais en parallèle, il a organisé, il a fondé une armée face à une armée qui était à l'époque l'armée française, la première armée continentale du monde. Il y avait la Grande-Bretagne qui était une puissance maritime, mais la France était une puissance, elle avait une armée continentale très importante. N'oublions pas les succès qu'elle a eu en Europe à l'époque de Napoléon Ier. Et beaucoup d'officiers qui ont servi dans l'armée, dans le corps expéditionnaire français, qui a attaqué Alger, étaient des anciens de l'armée napoléonienne. Donc l'émir Abdelkader, sans qu'il soit sorti d'une académie militaire, sans que les moudjahidines qui étaient avec lui n'étaient pas des militaires, il a quand même fait un effort immense de contrecarrer cette armée très aguerrie. D'ailleurs, cette armée, elle a été, on va dire, constituée du peuple déjà. Oui. Du peuple. Ce sont des cultivateurs, des paysans qui étaient avec l'émir Abdelkader. Et il y a eu un soulèvement total, comme le cas de Constantine. Il ne faut pas oublier Constantine aussi. Une ville qui a résisté jusqu'à 1837. Et les Français ne sont rentrés à Constantine qu'en 1837. Et non pas en 1832 qu'à Maouran ou en 1830 à Alger. Alors il faut voir, sans parler du reste de l'Algérie. Il y a la Roate, il y a beaucoup de villes. Donc, il y a même quelqu'un qui a dit hier à la télévision, il avait raison, même jusqu'en 1934. Exactement. Dans la région de Tindouf. Et ça, c'est vrai. Effectivement. Et chaque fois, il y a eu des soulèvements, le Hogar, les contrées du Sahara. Donc, ça a été une levée populaire contre l'envahisseur colonial. Alors, Monsieur Sadak Benkada, alors on revient toujours et on reste toujours dans cette période de la révolution populaire, d'ailleurs qu'on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs. Et la jeune génération n'est pas au courant de ce qui s'est réellement passé entre 1830 jusqu'à 1954. Bon, on va dire jusqu'à 1945, donc ça va. Mais avant, ils n'étaient pas au courant, sauf avec, on va dire, l'opération du hold-up
de la Grande Poste d'Oran, c'était en 1949, où c'était la préparation du 1er novembre 54. Donc la révolution populaire, on n'en parle que peu. Alors eux, ils connaissent un petit peu l'émir Abdelkader, Mohamed Lemdjed Abdelmalek, dit Sherif Boubarla, 1841, Lalla Fatma Nsoumer en 1849, on va dire aussi Zahad Shah en 1849, El Mokrani 1871 et aussi Cheikh Bouamama 1881 et j'en passe, il y a Marguerite en 1901, il y a donc ce sont des dates. Il y a les Ibn Chougrani Batna en 1916. Exactement, 1916. Bien sûr. Donc, que pensez-vous de cette génération qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé pendant la Révolution populaire? C'est-à-dire que la génération, d'après ma modeste expérience, les générations actuelles sont au courant. Seulement, ils n'ont pas profité d'un enseignement de l'histoire méthodique et rationnel. Et c'est ça le problème. Le problème reste posé, c'est le programme scolaire de l'enseignement de l'histoire. Ça, c'est un autre débat. Là, il y a les spécialistes qui peuvent en parler, mais je crois que je suis très optimiste. J'ai des contacts avec des jeunes, ne serait-ce que dans ma famille ou avec mes étudiants. Les gens sont au courant. Mais il n'y a pas cette organisation méthodique, programmée, consensuelle, sur les grands événements et les grands résistants des révoltes, des soulèvements en Algérie. Alors, Monsieur Sadar Benkrada, d'ailleurs, quand on est au lycée, quand on était au CEM aussi, c'est qu'on apprend par les livres l'histoire de l'Algérie. Alors, bien sûr, on a commencé l'histoire de l'Algérie depuis la nuit des temps, depuis l'occupation ottomane, l'occupation espagnole, et j'en passe. Donc, vous, à votre avis, en tant que chercheur, anthropologue, en tant que citoyen algérien, enseignant aussi, est-ce que vous pensez que l'histoire de l'Algérie a été bien enseignée? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un déficit flagrant dans les méthodes et dans les programmes de l'enseignement de l'histoire à tous les niveaux. Heureusement, ces dernières années, pour l'université, c'est un peu différent. Il y a maintenant beaucoup de projets et de laboratoires de recherche. Il y a beaucoup de revues et de bulletins. Les choses ont un peu changé. Mais ça reste que, jusqu'à présent, nous n'avons pas une revue nationale d'histoire. Nous n'avons pas une revue d'histoire au niveau national. Eh bien, je pense qu'après cette grande date historique qui est le 3 juillet 2020 et le rapatriement, on va dire, des restes mortuaires de nos glorieux chouhada, donc je pense qu'on va revoir tout le programme, on va dire, pourquoi pas mettre beaucoup plus l'accent sur cette période on va dire, qu'on n'apprend pas beaucoup, on ne vit pas beaucoup, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé réellement de 1830 à 1945. Chez les spécialistes, l'histoire, elle est connue. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de thèses actuellement, il y a beaucoup d'ouvrages, il faut le dire, il faut s'en informer, mais ce qui reste déjà le débat important, et j'ai été heureux d'entendre ces jours-ci qu'il y a une décision de créer une chaîne Histoire. Effectivement, elle est déjà créée, la chaîne d'Histoire. Nous n'avons pas encore été contactés, nous avons eu comme ça des échos, mais il faut aussi se méfier. Il ne faut pas faire de l'histoire officielle. Et là, c'est un piège. Il faut faire très attention. L'histoire officielle, elle ne mène à rien. Il faut donner une certaine liberté aux historiens, à tous les chercheurs, qu'ils soient historiens ou qu'ils soient des académiciens ou bien des passionnés de l'histoire. Il y a des passionnés des fois qui ont beaucoup de choses à dire. Il faut que cette chaîne, il faut créer une revue nationale d'histoire. Eh bien, le directeur de la chaîne Histoire, j'espère qu'il est en train de nous regarder. Il prend note sur ce que Sadar Benkrada aimerait avoir dans cette nouvelle chaîne, qui est la chaîne du groupe de la télévision algérienne. Eh bien, l'opération de rapatriement a été longuement préparée, Monsieur Sadar Benkrada. Alors, quelles en sont les étapes par lesquelles est passée cette préparation ? Sur le plan officiel, je ne suis pas tout à fait au courant parce que ça s'est préparé au niveau des deux gouvernements.
français et algérien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu déjà le terrain a été préparé par la société civile. Il y a eu des appels de part et d'autre de la Méditerranée, des universitaires, sans qu'ils soient... Des chercheurs. Sans qu'ils soient forcément des chercheurs. Hein. Il y a eu le cas de Farid Belkadi, qui était un anthropologue. Il y a eu, par la suite, le relais a été repris par Brahim Senoussi, notre concitoyen. D'ailleurs, qui est journaliste. Non, il n'est pas journaliste, il est universitaire. Ah ben voilà. Il est physicien, mais il fait partie de la société civile oranaise et en France aussi. Et ils ont milité, et ces étapes-là, les décisions gouvernementales des deux pays ont été d'abord préparées, le terrain a été préparé par la société civile et par les chercheurs. Il y a l'appel, la pétition qui a été faite par les historiens français, il y a l'appel, les signatures qui ont été recueillies par Brahim Senoussi, plus de 3000, paraît-il, signatures pour le rapatriement des restes humains de nos glorieux résistants. Donc, et voilà, et ça a commencé en 2011. 2011 jusqu'à 2020, c'est quand même des années qui sont passées, et alhamdoulilah, nous sommes arrivés à la date du 3 juillet, cette grande date du rapatriement de nos glorieux chouhada. Donc on a pu restituer, on va dire, une partie de l'histoire de l'Algérie. Nous avons du travail à faire. Et il y a la période 54-62, il y a la période sur laquelle je me spécialise un peu, c'est la période de l'OAS, 1961-1962, où nous avons eu beaucoup de victimes. Effectivement. Et beaucoup de gens, des disparus, des gens qui ont été enterrés sous X. Là, il faut faire un travail aussi de mémoire. Cette période de 61-62, de la période gauloise, elle est quasiment occultée chez nous, il faut le dire. Effectivement. Et là, il y a tout un travail de mémoire à faire. Eh bien, Monsieur Sadar Benkrada, je vous invite à voir un petit peu l'avis des jeunes sur le rapatriement des restes mortuaires de nos glorieux résistants. Et on se retrouve juste après. Vous allez pouvoir commenter sur l'avis des jeunes. تعتبر قضية استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية هي قضية تاريخية تعبر عن استرجاع سيادة الدولة الجزائرية لمكانتها أولا من الناحية التاريخية والسياسية. ثاني شيء هي تعبر على نقطة محورية فيما يتعلق ب يعني إتمام رسالة الشهداء فيما يخص ضرورة اتباع مسار أو نهج الشهداء فيما يتعلق بالاستقلال التام عن الاستعمار، هو تعبير عن قوة ومكانة الدبلوماسية الجزائرية في تحقيق يعني خطوة هامة من الخطوات فيما يتعلق باسترجاع أول شيء رفات الشهداء، ثاني شيء هو إعادة يعني تحيين القضية ما يتعلق بالذاكرة التاريخية، يعني ضرورة استرجاع الأرشيف الوطني، ضرورة يعني اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر، إضافة إلى تعويضات فيما يتعلق بما قامت به من مجازر على مستوى التراب الوطني. حفيدة وأيضا من عائلة مجاهدة، جدتي مجاهدة، جدي مجاهد، هذو المجاهدين والشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل الجزائر لنحيا نحن. أيضا شعور بالفخر أكيد لأنه بفضلهم نحن نحيا. وأيضا عبارة شدتني ولفتت انتباهي أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا أن عندما تموت رجلا تبقى 170 سنة ويدفنك الرجال، تجد من يدفنك، فهذا فخر لنا، وأتمنى من جميع الشباب أن يمشوا خطى الشهداء والصالحين. وشكرا. Monsieur Benkrada, que pensez-vous de la jeune génération quand même qui est assez, qui est très informée? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une conscience historique très profonde chez nos jeunes. Il ne faut pas désespérer d'eux.
Donc, ils sont au courant, ils lisent, ils s'intéressent à l'histoire, ils s'intéressent à la culture. Donc, c'est une génération prometteuse. Très prometteuse. Eh bien, sans plus tarder, je vous invite, Monsieur Sadar Benkada, à revoir ces images très émouvantes, d'ailleurs, de l'arrivée de nos 24 glorieux martyrs. Donc, très bien. Merci Fouad, merci Hassini, notre réalisateur. Voilà. Alors ici, c'est on va dire, c'est le musée de l'homme à Paris, où ils ont été conservés, on va dire, et voilà. Monsieur Sadar Benkada, que commentez-vous sur ces photos? C'est émouvant quand même. Je vais d'abord commenter le retour officiel à la cérémonie. Là, je tiens en tant que citoyen algérien à féliciter le gouvernement algérien. À leur tête, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République. Chef de l'État. L'ANP, la protection civile et tous ceux qui ont le ministère des Anciens Moudjahidines, de la synchronie de la cérémonie. Très synchronisée. Là, je dis bravo, bravo, vraiment, c'est quelque chose qui fait honneur à l'Algérie et à l'histoire de l'Algérie. À l'histoire de l'Algérie, à nos glorieux aussi martyrs qui ont donné de leur vie. Et en plus de ça, c'est qu'ils sont morts 2 fois. Et non seulement ils ont été tués au départ, et ensuite, en plus décapités, on les voit mourir 2 fois. Absolument. Et maintenant, je crois qu'ils ont retrouvé la terre natale, leur patrie. Et là, ça, c'est la plus glorieuse des heures de leur histoire et de leur vie. Très bien. Alors, le processus qui a commencé en 2017 sur plusieurs étapes. Donc, ils étaient aussi au musée de l'homme à Paris. On en a déjà parlé des étapes d'ailleurs. Alors, les faits historiques qui dénoncent les crimes de guerre et qui ont été quand même audacieux. Le colon a été audacieux de faire tout ça, puisqu'il savait que tuer une personne et la retuer une 2e fois, quand même, c'est un crime sur l'humanité. Effectivement, mais le premier acteur, les massacreurs, ont été les militaires français. Effectivement. C'est pas directement les colons. Les colons, ils l'ont été en 1945 et dans d'autres soulèvements, comme celui de Marguerite, comme vous l'avez dit, ou bien le 1945. En 1901. Ain Tariq. Ain Tariq, effectivement. Ain Tariq actuellement. Là, les colons, ils ont joué un rôle avec leur milice. Mais là, de 1830 à 1880, c'était l'armée française. Ce sont les militaires français. D'ailleurs, ces têtes qui ont été au Musée national d'histoire naturelle, l'ancien muséum, comment elles sont arrivées à Paris? Il faut se poser la question. Oui. Voilà. Là, justement, ces têtes étaient dans la collection du docteur Edmond Vital, qui était, dans les années 1870, directeur de l'hôpital de Constantine. Et il avait comme ami intime le colonel Deneveu. Le colonel Deneveu était chef du bureau arabe dans la région de Constantine, et il a été un des massacreurs. Il a décapité les moudjahidines, et il a collectionné leurs têtes. Il les a données, il les a cédées au docteur Vital. Le docteur Vital les a laissés chez lui à l'hôpital, dans sa collection. Avant de mourir, il les a cédés à son frère. Et son frère lui-même, il ne s'intéressait pas à cette collection. Il les a donnés à quelqu'un d'autre qui les a remis au muséum de Paris. Donc, vous voyez les étapes. Mon Dieu, oui. Mais le premier, c'était le colonel Deneveu. Toutes ces têtes des résistants, c'est le colonel Deneveu qui les avait et qui les a données au docteur Vital. On en parle peu. Et en 1880, le muséum de Paris, qui est devenu par la suite le Musée national d'histoire naturelle, et les a conservés. Bon, pour eux, c'était des objets, entre guillemets, des objets scientifiques. Mais pour nous, ce ne sont pas des objets scientifiques. Et ces têtes ont été coupées. C'était la tradition à l'époque dans les guerres de couper les têtes du colon. aux vaincus.
Pour tout, depuis l'histoire romaine, en passant même dans la période arabe, chez tous les peuples, il fallait couper la tête du vaincu, surtout du chef vaincu. Donc, et ça, cette collection, elle appartenait au colonel de Neveu. Eh bien, je vous invite, Monsieur Sadar Benkada, à suivre ce témoignage de Olivier Cour-Grand-Maison qui a été interviewé par AFF Belhouchet, et vous commenterez un petit peu sur ce qu'il va dire. Стеван Лабудович, роджен 1927. Занимание – фильмский сниматель. Церкали судья фильмские новости, смерть фашизму, свобода народу, Удри. Le caméraman et photographe Stevan Labudovic s'est engagé aux côtés du peuple algérien lors de la lutte de libération nationale. Il a rejoint les Monts des Aurès pour filmer la réalité du combat. Ces images ont eu un fort impact dans l'opinion internationale en rapportant la réalité de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Durant sa carrière, Stevan Labudovic a photographié et filmé plusieurs personnalités célèbres et d'événements importants. C'est un ancien moudjahid. Yougoslavie, Serbie, photographe, Labudovic. Шукран. Ja sam znao da to mora davati sloboda. Kad? Tad. Da li ću ja doživeti, ali će bar nešto ostati. Šta je sve učinjeno da bi se došlo do te slobode? Kako su sve žrtve pale? Eto, zato. Istorija u filmskoj traci. Eh bien, c'était Stevan Labudovic, alors photographe serbe et caméraman du maquis de la révolution algérienne. Je pense que vous connaissez quand même ce grand personnage, oui, qui a milité pour la cause algérienne. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce grand homme? Ils étaient deux ou trois ils étaient deux de la Yougoslavie, à l'époque de l'ex-Yougoslavie, Convotier d'ailleurs qui était français. Effectivement. Vous voyez, ce sont des gens qui sont des moudjahidines. Enfin, ils ont donné la qualité dans ces moudjahidines. Hein. Et ils étaient directement dans le maquis à un moment où il n'y avait pas tellement de reporters et de photographes dans les maquis qui vivaient au jour le jour la vie quotidienne des anciens moudjahidines, des maquisards. Effectivement, donc raconter les faits, l'histoire, afin de la transmettre aux générations. Quand on voit devant le rapatriement de ces 24 glorieux martyrs, il y avait devant leur téléviseur les jeunes en compagnie de la génération post-indépendance qui se sont mis côte à côte afin de suivre ce grand événement historique. Avant, il y avait le conflit de génération. Il y avait le conflit de génération entre les jeunes et les moins jeunes. Donc, ils ne se comprenaient pas tellement. Et là, on les voit ensemble en train de suivre les mêmes faits historiques de 1830 à 1945. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux générations qui se sont alliées devant l'histoire? Le conflit des générations, c'est la nature qui le veut. Hein. Il y a toujours eu des conflits de génération. On se rappelle que la génération qui a préparé
la révolution de 1954, elle était en déphasage avec l'ancienne génération de Messali. Effectivement. Et ça a donné cette rupture des générations, elle fait partie de la vie, et surtout de la vie de la nation, c'est tout à fait normal. Il y a des moments où les générations se séparent, mais il y a des moments aussi historiques où ces générations se retrouvent. Où ces générations se retrouvent. Et là, c'est un moment, cette cérémonie du 3 juillet, le retour des cendres des restes humains de nos résistants le 3 juillet, c'est un point de rencontre, de rendez-vous avec l'histoire, avec toutes les générations algériennes. Et je dirais même maghrébines. C'est très important. Et là, le conflit de génération, il existe, mais il y a des moments aussi, c'est un point de ralliement très important. Donc, revoir l'histoire, c'est un point très important afin de mettre, on va dire, les jeunes au parfum de leurs aïeuls. Donc, on arrive à la fin de notre petite rencontre, Monsieur Sadar Benqada, qui a été quand même très fructueuse. Et merci beaucoup. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous invite à suivre ce reportage sur la contribution du cinéma pendant la Révolution et on se retrouve juste après avec d'autres invités. A réussi à refléter les conditions dans lesquelles le peuple algérien menait sa lutte contre l'occupant et sa détermination à recouvrir sa souveraineté et indépendance nationale. Le cinéma algérien et ses images qui ont servi à faire connaître la cause algérienne à l'échelle internationale. La contribution à l'internationalisation de la cause algérienne s'est vue après la venue au front des combats de cinéastes à l'image de René Vauthier, Pierre Chollet, le yougoslave Stevan Lobudovic ou Pierre Clément. Les seuls blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt, ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la crainte. L'histoire du cinéma algérien et l'écriture qui a nécessité une collaboration entre les scénaristes et les historiens pour élaborer des textes puisant leurs essences dans la vérité historique. Les travaux cinématographiques dédiés à la vie de certaines personnalités ayant marqué l'histoire, à l'image des films consacrés à la vie du Chahid Mustafa Ben Boulid, brillamment interprété par Hassan Keshesh. Le colonel Lotfi ou encore le penseur algérien Abdelhamid Ibn Badis, interprété par Youssef Sahiri. Ou encore l'épopée de Cheikh Bouamema, interprétée par le brillant Atman Ariwet. Le cinéma a été un art et une arme au service de la révolution algérienne. Il vous est strictement interdit de quitter Constantine. Le cinéma a été un art et une arme pour la révolution algérienne. Eh bien oui, et là, je suis en compagnie de deux, on va dire, un homme et une femme qui ont fait la révolution, qui ont assisté au 5 juillet 62. Et bien sûr, galanterie oblige, puisque nous sommes avec Madame Abou Fayrouz, une ancienne moujahida qui a assisté au 5 juillet 62. Bonjour Madame Fayrouz, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Je sais Là, pas du tout. Normalement, vous êtes fière. Mais bien sûr, je suis fière. On est fiers d'être à vos côtés. Bien sûr, merci. On est très fiers d'être à vos côtés. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et bien sûr, vous êtes accompagné de El Haj Ben Hayat Qaddour. Alors, vous êtes un ancien condamné à mort. Sabah al-Khir.
كي راك؟ لاباس. لاباس؟ والله. انت درت لا ريفولوسيون وزدت عشت 5 juillet 62. مالو. Alors, bien sûr, on commence. نبداو بلي فام. Oui. نبداو بلي فام. Alors, quelle a été la contribution de la femme algérienne pendant la révolution? Écoutez, nous étions accompagnés par les hommes. الابطال نتاع الثوره اللي استشهدوا منهم اللي كانوا باقيين حيين الحمد لله. C'était une histoire fière et on a été disons par قلوبنا كان ذاك الوقت حب الوطن. طلعنا للجيش بفرحه وسعاده ولكن كان صعوبات في الاول. Vous êtes monté au maquis depuis quelle année? 56. En 56. Oui, mademoiselle, tenez. Vous êtes jeune, non? J'ai 81 jeunes. شوفي هاي les premiers journalistes اللي جاوا عندي من الجزائر. C'est mon histoire. Ça, c'est le premier condamné à mort اللي شرفني. Vous avez Alors, toute l'histoire. on y reviendra vers les photos. C'est entendu. Très bien. C'est juste, on a envie de vous connaître un peu plus. D'ailleurs, et vous êtes en train de me dire qu'en 56, vous êtes monté au maquis. Oui. Alors, comment s'est fait le contact entre, voilà, on va dire, le Djebha et vous? الجبهة بنتي كانت دارنا مركز. Et c'était où? À Tiaret. Ah d'accord, oui, très bien. وما كانت تاني مجاهدة ديزون طيب وتبدل المونة والأشياء هذه يدوها المجاهدين. كانوا يجوا عندها الاتصال وأنا كنت صغيرة. مي لو سوار مون بير كان عندنا في تيات قطيفة on appelle ça un très grand tapis. Il nous raconte, il nous dit هذه ماشي بلاد فرنسا هذه بلادنا احنا وكيفاش أنا صغيرة دخلني ذاك حب الوطن بزاف بزاف بزاف. دونك غيمات بويا ان جور داو بويا قعد 15 يوم عندهم كي جا ايتي ازماتيك باسكو il avait fait la guerre était âgé aussi. Alors là ça m'a très très touchée. J'ai décidé après la mort de mon père j'étais décidée de monter au maquis. Ma mère ما بغاتش كي جا اتصل الاول رحت معاه. Bien sûr, elle a eu peur pour sa fille. pour sa fille هذه يحب الوطن يفو. من بعد رحنا لسجرارة وبني شقران. C'est qu'il faut avoir du courage de laisser sa famille, sa mère et monter au maquis. Donc là, c'est une preuve que l'amour de la patrie est inconditionnel. C'est exact, ma fille, c'est exact. حب الوطن إيمان. حبينا الوطن وحبيناه والحمد لله رانا على قيد الحياة وشفنا الاستقلال. على كل حال طلعت. Je commençais à apprendre في الماكي التمريض يعني les injections, comment faire, فهمتي. Donc vous avez été infirmière au maquis. Enfin, j'étais pas, mais j'ai appris. Après, quelques temps après, جاء هذا سي مجاهد هو واحد اسمه حميد. سي مجاهد استشهد حميد بالك راح حي. Ici à Oran? Non. Non, à بني شقران. Ah d'accord, ok. Très bien. بني شقران وسجرارة c'est vers Mascara. Ah d'accord, oui, 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 ça y est, je connais. Et j'étais la seule Djundia là-bas. Il y avait des Djounoud et tout ça. Alors après, Jassim Djed, il faut monter la zone 4 de la OLS 5. Alors voilà, c'est là-bas où j'ai rencontré ces Tariq, Siet Ben, les chefs Kbar. J'ai trouvé aussi 3 Djundiya Tema. Et voilà, le premier jour, les Khlatradom d'Akratissage. ratissage كحل كي كنا تما كانوا دو طون ان طون كي كنا بشقران يجوا دو طون ان طون العسكر مي با قوه 56 سيتي با كيما قلت لك رحت ratissage. Alors on montait dans une crête pour recevoir العسكر. قبل لا يجوا العسكر تجي الصفرة هذه يسموها الكشافة طيارة تجي تبدا تدور باش تشوف اش تدير. باغ لا سويت عاد يجوا العسكر. أنا بخي لا كريت مش بكناش معاهم ذاك النهار راحوا. Et c'était comme ça. Après il y avait une جندية اسمها جميلة. C'était pour moi une sœur, une mère et tout ça. De temps en temps, je l'accompagnais. Alors, et quelle est votre première opération au sein du maquis? La première opération, c'est le complot de Chal les élèves là. C'est le jour où nous مسركلين. ماتوا فيها الجنديات، ماتوا فيها la première compagnie, la deuxième compagnie، ما استشهدوا. أنا بركب قعدت معاه، c'est tout. C'était dur et j'étais blessée par un petit clade au but. Et
J'ai passé la nuit dehors, j'avais peur des loups, tout ça. ربحت خلطت المركز نتاع أم فاطمة. طحت ساي سي فيني. جاو الجنود داوني. لي جنود سي دي جون أبطال مصممين، ما كانش هذه كلها كاين، ما كان لا هضر ولا شيء. سيتي سيريو اونيت اوردوني، ما كانش. أنا في وسطهم مختوم وهم يا با. سيتي فريمون لا. وكان سي التاريخ هذا الشيف تاع la Wilaya 5, à l'époque, il n'était pas encore chef de la Wilaya 5. Il y avait Sim Djahed وعثمان. Sim Djahed وميمونة راحوا المغرب. وإحنا قعدنا في المكي. Alors, avec le planchal, on a souffert, on a perdu beaucoup de Junoud. Comme je t'avais dit, ma fille, la première compagnie, la deuxième compagnie, le commando, قعدنا مع Sim Djahed. C'est Tariq, il est parti en mission. Alors, c'était presque tous les jours, نشتبكوا على العسكر. C'est très difficile, hein, monsieur Ben Ayed Qadour. Alors, vous êtes ex-condamné à mort. وقتاش طلعت للجبل أنت سي بن عياد؟ أنا في 57 كنت مسؤول هنا في مدينة وهران، وكنت آمر باش نفجروا العمليات القنابل الأدوية على المراكز الفرنسوية. معنا القهاوي، ليبار، ستاد، البوسطات، كل ما يكون التجمع نتاع الاستعمار باش نخفف الضغط على الجيش. منين سمعت بخاوتي مجاهدين اللي سابقيني كما شريط، كما زابانا، كما فتاح، كما عمار، كما دخلت انا. انت كنت معاهم؟ لا، انا جروب وحدي. داكور. انا مع بن عتروس، خاطر هنايا النظام كل مسؤول عنده فترة تاعو وينتهي. مثلا أول نوفمبر كان عبد بن بيدي، كان الحاج بن الله، كان زبانة، كان شريط، هذا انتهى. من بعد جاء جروب آخر تاع مولاي محمد وبغدادي محمد، خدموا 56. من بعد راحوا اللي حكموهم واللي ماتوا. جاء بن عتروس بن جلد، احنا في الجروب تاعه 57 كانت حامية هنا في وهران. في وهران. الجرونات، القنابل، البياعات كانت الدواء مليحة. الحاج دوك احكي لنا، هنا رانا في 5 جويلية، رانا نحتفلوا بالعيد الاستقلال. احكي لنا انت عشت هذه 5 جويلية 62، احكي لنا هذيك الفرحة نتاع لو 5 جويي. على كل حال احنا كاين حزن وكاين فرحة. أولا كي سمعنا بال5 جويي فرحنا بإعادة السيادة الجزائرية. ثانيا تأسفنا على الأرواح اللي زهقت تحت الاستعمار، اللي راحوا كما هذا الرفات اللي جابوهم رحمهم الله، زعامة كانوا في الخارج. كنت حاضر الحاج قدام لا تلفزيون تاعك وقاعد تتفرج كيفاش جابوا لنا لي غلوريو مارتير. احكي لنا واش حسيت في هذاك لو مومون، سورتو كنت عشت لا ريفولوسيون، عشت انا احكي لنا مين شفت هكا في التلفزيون هذوك الشهداء نتاعنا مساكن اللي ماتوا في الغربه. لا، هذو ماتوا هدايا وداهم الاستعمار ودارهم في ماتوا هنا في الموزي. الوغ مين شفتهم عاودوا رجعوا في الطياره ولا شاف دو ليتا مسيو البريزيدون دو لا ريبوبليك عبد المجيد تبون il les a restitués. الوغ واش هو لو سنتيمون تاعك، الاحساس نتاعك؟ السنتيمون تاعي في الحقيقه اسمحوا لي كل واحد يعبر على اللي حسب منه. اول رئيس جزائري اللي دار هذه الخطه ويرد وفاة الشهداء رحمهم الله إلى بلادهم الأصلية ويدفنوا. الحمد لله. حاجة كبيرة. بداو بهادي ونزيدوا نجيبوا واحدة أخرى. Alors madame, vous aussi vous avez assisté au 5 juillet 62 à la joie de cette indépendance tant attendue. Donc parlez-nous un petit peu de ce moment qui est historique. Oui. Ce moment-là c'était فرحة وقرحة. فرحة قرحة هي اللي on a perdu nos frères et nos sœurs au maquis. Ils n'ont pas ما شافوش الاستقلال. والفرحة نتاع الاستقلال c'était ça ما في.
Vous étiez là? Est-ce que vous êtes sorti pour défiler avec les Algériens? Oui, ben, je vais vous dire quelque chose. أنا في كي استقلت في الجزائر وليت جو في دي كوشمار لو سوار نعيط نشوف العسكر يحوزوا فينا جو بلوغي افون نو جو بلوغي با هي الفرحه نتاع الاستقلال. ولكن تشوفي البنات كيفاش اللي كانوا معنا صغارات في عز الشباب استشهدوا هكذاك واللي جان ثاني نتفكروا خاوتنا اللي كانوا معنا في كومبا كيما احنا كيما هما نتسركلوا في رحبه نجوعوا في رحبه ومارشي دي زور دي زور انصامبل من الناحيه الاخرى الرصاص الخوف الجوع حاجات كيما هكا. Madame Fayrouz, est-ce que vous vous attendez à on va dire, à cette grande date qui est le 5 juillet? Est-ce que vous vous attendiez à l'indépendance en 62, étant au maquis? Oui, je savais qu'on a. احنا خرجنا لجيش التحرير باش نموتوا شهداء او نعيشوا سعداء، هذا القرار تاعنا. دايوغ كنا نقولوا كنا عارفين نستقلوا، ولكن ما حضرت، مانيش عارفين نحضر الاستقلال ولا لا، ولكن الحمد لله ربي زاد الدفاع مريح باش جبت الاستقلال. سيتي سا ما جوا. Vous étiez où le 5 juillet 62? جيت اتشغل شغلت وبغلا سويت عاودت رجعت للجيش التحرير. حياه كاينه كبيره نهار اللي انقبضت ونهار ما تزوجي حسره ذاك اللي جايه. Je vais montrer les photos si vous voulez. Donc le 5 juillet, il reste historique. D'ailleurs, c'est l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire d'un peuple qui a été opprimé pendant 132 ans. Mais ça revient. خاوتك كانوا معاك ما حضرش الاستقلال استشهدوا. كاين اللي كنت في فرنسا وقاصتهم في الويدان فيما انا جامي تروفي لور كور. البنات هكذاك سي كالكو شوز سي اتروس. وي فرحانين، ولكن كما حكيت لك ماناش انا بيرسونيلمون جيتي با تري تري بيان. Alors الحاج بن عياد قدور et Madame Abou Fayrouz, comme شفتوا quand même, il y a quand même un effet historique qui s'est passé en 2020. Le 3 juillet 2020, c'est la restitution des restes mortuaires de nos glorieux martyrs. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti en suivant? Je suis certaine que vous avez suivi la cérémonie du retour pas à pas toute la journée, de 8 h du matin jusqu'à la fin. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce sentiment, on va dire, de gloire et une date historique qui est venue s'ajouter aux autres dates de l'histoire de l'Algérie? C'était vraiment de la joie, le bonheur. Et on a senti que... Vous avez pleuré? Oui, j'ai pleuré. C'était aussi un bonheur, quelque chose de... ما كناش نستنوا فيها. C'était vraiment رجعوا لأرض الوطن اللي كافحوا عليها واستشهدوا عليها. C'était un grand plaisir pour nous. Enfin, ils ont pu avoir des sépultures dignes de ce qu'ils ont donné pour l'Algérie. Oui. الحاج الحمد لله اللي الشهداء تاعنا رجعوا لبلادهم وقدرنا ندفنوهم كما يلزم. فرحة كبيرة على كل حال. حقيقة هذه حاجة كبيرة في التاريخ. لأول رئيس جمهورية نعانا بالشهداء بيردهم الوطن تاعهم، والشعب الجزائري كله شارك في هذه العملية، وحاجة عظيمة. لأن احنا في 62 هذه استقلت الجزائر كنا في السجون لامباز، وكي خرجنا الشعب هو اللي كسانا، شرانا القش شرانا كل شيء واتصلنا بالجيش، هو اللي سيرنا. وعندي شيرة اختي بالفرحة هنا في مدرسة الفلاح ماتت بالحمد بالفرحة استقلال ماتت، ما جيت نلحق عليها انا صاميتها حضرتها بالجنازة
معناها حاجه عظيمه على كل حال ما نجمش نعبرها لك. الوغ لو كان نعاودوا نولوا ل 1954 ونعاودوا نولوا ل 1957 اسكو انت الحاج بن عياد قدور تعاود تطلع للجبل وتعاود تمد اللي مديته للجزائر؟ كاينه نقطه سمحي لي فيها، النقطه الكبرى الوقت اللي كنت صغير ماشي كيما راني دروك. النشاط نتاعي كان قوي وانا نحوس يا نموت واما نسقل هذاك الوقت، وما كنتش نخاف لان الصغير ما يخاف. ودابا راك تخاف الحاج؟ نخاف. تخاف على ما تقدش تمد اللي مديته للجزائر؟ ماشي ما نقدش، انا ماد. تمدا بك. انا ماد. انا راني 25 سنه وانا حب سلاح في الجيش التحتاني. الله يبارك. حب سلاح ضد الارهاب. الله يبارك الله يبارك. لان هذا الناس ما همش على حقيقه ويكدوا الابرياء والوسمه ونساو الشهداء. الحاج حنا نتكلموا على الجزائر وعلى لامور تاع الجزائر، الحب تاعنا للوطن ما يتقدرش. ما يتقدرش ماشي الحب تاع الوالدين، ماشي حب تاع لا حب الوطن سي حب وحده. واننا الاوطان ام وابا. فوالا. لا نشوف الوطن كاين جنود في ذاك الزمان والديهم خرجوا عن الطريق قتلوهم. حب الوطن كبير. مدام فيروز سي سيتي ا ريفير Si c'était à refaire, sans hésitation. écoutez, عجوز الروح لو كان نعطي لهم غير الماء وكان نمشي غير معهم. حب الوطن ما يروحش، حب الوطن ساكن في القلب. مستحيل الجزائر عمري وحياتي كل نضحي عليها للآن. بعد المجد والخلود للشهداء il faut vraiment le faire puisque vous avez quitté on va dire vos familles, vos enfants, vos maisons, votre vie pour la patrie. À un certain moment, vous êtes parti dans l'inconnu. Vous saviez même pas qu'est-ce que vous alliez voir et rencontrer dans les Jebel, on va dire. Donc le maquis. Le maquis. Le maquis. je vais vous dire quelque chose. الجزائر بالنسبة لي هي حياتي، هي عمري، هي كل شيء. للآن كان حاجة يعني تعاود الروح. مش الحياة، وطني هو كل شيء. حب الوطن إيمان. قلت لك بنتي الوطن هذا غالي. ماتوا عليه الشبان اللي كانوا معنا شابات كيما هكا، ما كانش مرض، خوف، جوع، تعب. Alors, quel est le message que vous véhiculez aujourd'hui pour la jeune génération? Moi, je crois que nos jeunes, ils vont الجزائر، يحبوا الجزائر بزاف. j'ai remarqué. الجزائري يهضروا له على كل شيء ماشي على بلاده ما يبغيش. هذه اللي احنا فرحانين بها. الحمد لله. ولادنا يحبوا بزاف الجزائر. Ah oui, l'Algérie c'est nous, l'Algérie c'est la patrie, l'Algérie c'est notre vie, l'Algérie c'est l'Algérie tout simplement. On peut donner de notre vie pour cette Algérie. الحاج donc واش تقول la jeune génération, les jeunes دروك اللي راهم يشوفوا الشبيبه نتاعنا اليوم يحبوا الجزائر بزاف كيما حبوها الشهداء. سي فري. يحبوها أكثر من اللي حبيناها احنا. وبهذه الوصية حفاظا على هذا الوطن العزيز. L'Algérie c'est l'amour, l'Algérie c'est nous, الجزائر c'est حنا، الجزائر حب الجزائر ما يتقدرش لا بمال لا والو rien du tout. On adore cette Algérie, la غالب on donnerait de notre vie pour l'Algérie. Donc merci beaucoup. ربي يخليك اللي حضرت معنا. لا استنى اقعد معنا. واش بيك راك مقلق باش تروح ديجا؟ لا تري بيان. كون راني مقلق ما نجيش على 8 اسبوع قالوا لي ما كانش اسمك انا. مرحبا بك سمح لنا، مرحبا بك. وهو راك حاضر معنا. Madame Feyrous, ça fait un plaisir. Très bien. Eh bien, on viendra chez vous certainement pour faire un portrait pour papa. La prochaine fois. Il y a beaucoup de. Il faut voir ça. Inch'Allah. نجي نتصور به علم الشهداء. Donc merci beaucoup Madame Feyrous, ça fait un plaisir que de vous recevoir et de
Très bien. Et de partager avec nous ce bon moment et ce grand moment de la, on va dire, c'est le 58e anniversaire de l'indépendance. On est très content d'ailleurs de cette date historique. Dans d'autres occasions, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Alors, Darwouk, je vais vous inviter à suivre, on va dire, les émotions de ces jeunes Algériens en voyant le retour des restes mortuaires de nos glorieux chouhada. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. أنا أشعر يعني بنزول تلك الطائرة الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني وهي تنزل من سماء الجزائر والسيد رئيس الجمهورية يذرف الدموع ويعني السيد اللواء كذلك السيد شنقريحة يعني يذرف الدموع في خطابه. هذا إن دل على شيء إنما يدل على فخرهم واعتزازهم بهؤلاء شهداء. وأنا كشاب جزائري أنا فخور بهؤلاء الرجال الذين ضحوا من أجل أن نعيش نحن أسيادا في هذه الجزائر الجديدة التي نسعى ويسعى كذلك السيد الرئيس لبنائها وسوف يكون كذلك إن شاء الله تعالى. عشنا عودة رفات 24 بطلا من أبطال المقاومة الشعبية. قاوموا المستضمر الفرنسي منذ أن وطئت أقدامه ترابنا سنة 1830. قاوموه بأبسط ما يملكون، لكن قاوموه بأعز ما يملكون وهي الروح. قاوموه بدمائهم، قاوموه بكبريائهم، قاوموهم بعزة نفسهم وبشموخهم. فعشنا البارحة هذا الحدث العظيم والكثير منا عاشه وأعينه تذرف، كثير منا عاشه وعاش الثورة معهم، كثير منا ونحن جيل الاستقلال عشنا معهم الثورة وعشنا معهم النضال وعشنا معهم كذلك حتى أرواحهم. Eh bien voilà, nos jeunes sont conscients, nos jeunes ont vécu ce moment historique, cette date de l'histoire qui est venue s'inscrire encore dans d'autres dates qui font la révolution algérienne. Eh bien pour parler du 5 juillet, pour parler aussi de la contribution de la chanson patriotique dans la révolution algérienne, eh bien je partage le plateau avec bien sûr toujours, on va dire, le féminin. Il passe toujours avant, hein, Monsieur Boumedini. Alors, Madame Lahdiri Najet, chercheur au CRASC, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci. Alors, vous êtes accompagné de Monsieur Boumedini Belkacem. Alors, vous avez... Alors, je vais vous présenter. De fond en comble. Alors vous êtes professeur de département de français à l'université de Mascara, vous êtes chercheur au CRASC, vous avez le doctorat sur la langue dans la chanson raï et rap algérien, vous êtes membre de projet sur les chants des femmes pendant la guerre et j'en passe. Bonjour, ça va? Donc je vous remercie pour cette invitation et bien sûr, merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. Voilà, je passe le bonjour à monsieur le directeur du centre. Monsieur le Mstari, le centre CRASC, qui m'a proposé. On lui passe un bonjour. Voilà, et je passe aussi le bonjour à tous mes collègues à l'université de Mascara. Très bien, très bien. Alors, on va toujours commencer par le 5 juillet, qui est une date ancrée dans la mémoire de tous les Algériens à travers toutes les générations. Alors, parlez-nous un petit peu de cette date glorieuse de la révolution algérienne. Certainement, c'est un grand événement. Le 5 juillet, c'est une occasion, c'est une fête, c'est une occasion festive pour l'indépendance de l'Algérie et de la jeunesse. Donc, à ce propos, il fait partie de la mémoire algérienne. Donc, la mémoire et l'histoire. Et dans ce cadre-là, le CRASC a travaillé beaucoup là-dessus, sur la thématique de l'histoire et la mémoire algérienne, si vous le permettez, oui, de citer les travaux. Donc, pour le CRASC, nous avons une
revue qui est Justement, intitulée... le CRASC, c'est une chenille de chercheurs et d'anthropologues. Oui. En fait, c'est une institution de recherche qui englobe spécialisée en anthropologie et les sciences humaines et sociales. Donc, il y a 4 divisions de recherche qui travaillent sur des thématiques pluridisciplinaires. Donc, parmi les divisions de recherche, nous avons histoire et mémoire, la socio-anthropologie de l'histoire et de la mémoire. Donc vous allez nous parler justement de l'histoire et de la mémoire du 5 juillet. Alors, allez-y, parlez-nous un petit peu du 5 juillet. Dans ce cadre-là, les travaux du CRASC depuis sa création, depuis 1992, donc a beaucoup travaillé surtout sur la mémoire algérienne. Donc nous avons la revue Insaniyet, éditée depuis 1997. D'accord, alors on y reviendra, mais on parle d'abord du 5 juillet. D'accord. De l'importance de cette date à travers les générations. Certainement, c'est une date très importante, que ce soit pour le domaine de la recherche ou pour l'école, la thématique qui est enseignée dans l'école, ou pour la génération. C'est un héritage entre génération qui a travaillé durant la guerre de libération et la génération des jeunes qui est là, vivant durant l'ère de et qui jouit de l'indépendance, qui jouit de la liberté, dans son pays. Exactement. D'accord. Alors, quel est l'impact du 5 juillet dans la génération actuelle? Donc l'impact, c'est que la jeunesse, c'est une relève par rapport à... Dans ce cas-là, on a 2 générations. Nous avons la génération qui est déjà passée, c'est les moudjahidines ou bien les martyrs qui ont décédé pour que l'Algérie ait son indépendance, et les jeunes qui ont reçu des récits, des histoires sur la guerre de libération. Voilà, on est là, on est le 5 juillet. C'est une période en fait festive et commémorative. En même temps, c'est un symbole d'une patrie, c'est un acquis de toute une génération qui a travaillé là-dessus. Et en même temps, c'est un appel pour cette jeunesse-là pour reprendre la relève, bien sûr sur tous les plans, si on peut dire. Très bien. Alors, Monsieur Boumedini, vous êtes chercheur au CRASC. Alors, vous allez nous parler un petit peu de la contribution de la chanson patriotique dans le maquis. Bon. Alors, puisque ma collègue a déjà présenté le CRASC, donc je ne vais pas revenir sur les travaux qui ont été réalisés dans ce centre. Bon, je vais parler un petit peu de la chanson. Bon. De l'importance de la chanson patriotique. C'est mieux de dire les chants, parce que si on parle de chanson, c'est celle qui a été préparée à l'avance avec un parolier, avec un compositeur et un chanteur bien déterminés. Mais lorsqu'on parle de chants populaires, c'est des chants de femmes ou d'hommes fredonnés comme ça pendant des travaux réalisés à la maison ou bien en dehors de la maison. Et bien sûr, il y a des chants qui ont été produits pendant la guerre de libération. Si on revient sur les chants patriotiques ou les chants sur la guerre d'Algérie ou sur la colonisation en général, il y a des chants qui remontent à l'époque de la première date de la colonisation. On peut parler 1830 par exemple, 1830, il y a des chants, des poèmes de Melhoun qui étaient peut-être chantés. Et il y a un poème de Melhoun qui remonte à 1830, attribué à un certain Louharani, qui était présent à Alger lorsque la capitale est tombée entre les mains des soldats français. Et ce poème a été présenté dans la revue africaine. Il y a aussi des chants ou des poèmes qui vont être chantés sur, par exemple, la déportation des Algériens à la Nouvelle-Calédonie, et vous avez une chanson... C'est l'un des crimes de guerre, d'ailleurs. Bien sûr, c'est l'un des crimes de guerre. C'est une chanson qui a été chantée par Blaoui El-Houari, Biyadak el-Mour, et qui est attribuée à Ben Smir. Youm el-Jum'a... Kharjou el-Riyam. Non, c'est pas cette chanson, c'est Youm el-Jum'a, Rit...
Alors, vous êtes en train de Donc me ça, dire... c'est un poème qui a été composé par un poète de Melhoun et qui va être chanté par les Algériens lorsqu'ils vont parler de l'atrocité des Français quand ils commencent à emporter les Algériens vers la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, oui. Oui, il y a des chants aussi sur le 8 mai 1945. Si ce n'est pas ici dans la région oranaise ou la région ouest, dans la région est, il y a beaucoup de chants de femmes et d'hommes qui parlent de ces événements, les massacres du 8 mai 1945. Ensuite, nous avons, après le déclenchement de la guerre de libération en 1954, il y a plusieurs chants de femmes et d'hommes qui parlent de tous les événements qui ont accompagné la guerre de libération de 1954 jusqu'à 1962. Très bien. Alors, on y reviendra sur ce volet. Alors, en attendant, je vous propose d'apprécier cette belle chanson. Alhamdulillah, ma bqash l'istimar fi bladna. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجلك من أجلك يا وطني يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامة المجد مرابعنا والله الحافظ يحمينا يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامات المجد مرابعنا الله الحافظ يحمينا من أجلك من أجلك يا وطني من أجلك عشنا يا وطني. Voilà, c'est une très très belle chanson. Hein, Monsieur Boumedine? Oui, c'est un poème de M. Omar Bernaoui intitulé Hamatul Majd. Et je crois que c'est un poème qui a été composé dans les années 80
et il a été classé, je crois, premier, où il a eu une récompense dans les années. Et maintenant, il est devenu l'un des chants patriotiques ou des hymnes, on ne peut pas dire l'hymne national, mais un des hymnes. Un des hymnes de l'indépendance qui représente l'Algérie indépendante et aussi même les dates historiques qui font la révolution algérienne. Donc on revient aux chants patriotiques qui ont eu quand même un très grand impact dans la révolution algérienne. Donc on parle aussi... Alors il y avait chaque chant avait sa signification. Oui. Alors, il y avait des chants au moment d'aller faire une opération. Il y avait des chants au moment des joies des Algériens, au moment des, on va dire, des pleurs des Algériens aussi. Donc, parlez-nous un petit peu de ces chants qui ont été, on va dire, adaptés à chaque événement de la Révolution. Alors, les chants de guerre, c'est un élément très important pour pouvoir écrire l'histoire de l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a des historiens qui se chargent de l'écriture académique, mais ces écrivains, ces historiens ont besoin aussi de mémoire. Il y a des mémoires écrites de personnes qui ont participé à la guerre, mais il y a aussi des chants qui racontent ces événements. Par rapport à un projet qu'on a réalisé au CRASC avec une équipe de recherche, donc je salue en passage Mme Dadoua Hadrian Bia et M. Khamis Rida. On est ensemble sur un projet. On a commencé à travailler sur la région oranaise et on a pu collecter plusieurs poèmes, plusieurs quatrains, plusieurs chants qui relatent des événements, comme vous venez de le dire, qui parlent de bataille. Justement, alors, du moment que vous êtes en train de me dire qu'il parle de bataille, donc j'ai une petite anecdote, je crois que vous allez partager avec moi cette anecdote, puisque c'était la chanson, c'était par rapport à la chanson de Ahmed Wahbi, Ya Touila Ragba. Alors, quand on mettait quand les gens du village nègre, dans le temps qui était Mdine Jdida actuellement, donc quand ils écoutaient cette chanson, tout le monde savait, je parle des Algériens, tout le monde savait qu'il y avait une opération de Fidaï. Donc, Touil al-Ragba, ça veut dire que c'est eux, quand ils disaient Touil al-Ragba, c'était le revolver ou alors l'arme avec laquelle on allait faire l'opération de Fidaï. Oui, c'est vrai. Vous partagez... Oui, je partage avec vous l'avis que les chanteurs connus en Algérie pendant la guerre de libération, comme ils chantaient devant un public algérien et aussi ils étaient surveillés par les autorités françaises, certains chanteurs n'étaient pas capables, par exemple, de parler de la France comme colonisateur directement, mais ils avaient comme ça, dans leurs chansons. Par exemple, Ahmed Wahbi, vous venez de citer Ahmed Wahbi, le Hajj al-Anqa, il y a d'autres chanteurs aussi. Quand ils chantaient dans les mariages devant les Algériens, bien sûr, ils parlaient d'événements, ils incitaient la population à accompagner la révolution, à aider les maquisards, etc. Mais c'était des phrases que comprenaient uniquement les Algériens. Et les Français n'étaient pas capables de les déchiffrer. Donc c'était en quelque sorte des messages chiffrés. Des messages. Voilà. Comme on disait dans le temps, c'était des morses. Des morses, par exemple, Boujma al-Anqi, ça parlait de ça. Les gens qui connaissaient l'Anqa ont parlé de ça. Ici à Oran, peut-être Ahmed Wahbi. Bon, Ahmed Wahbi, il était déjà... Bon, moi j'ai donné un exemple. Il était déjà membre de la troupe du FLN. Exactement. Et il chantait avec cette troupe. Il a même chanté au Maroc dans les années 60 devant les Algériens qui avaient immigré sur les frontières, etc. Alors, pour revenir à la chanson,
Patriotique. La chanson patriotique, alors il faut faire la distinction entre ce qui est chant et ce qui est chanson. Il y a la chanson qui est bien écrite, il y a un parolier, il y a un texte proposé, il y a un compositeur et il y a un chanteur. Mais il y a des Ici, par exemple, on peut citer Ali Maachi, on peut citer Ahmed Ouabi, on peut même citer des chanteurs après et même pendant la guerre, des chanteurs de Bedoui. De Bedoui, effectivement. Rimiti, par exemple, elle a chanté après l'indépendance Ya Shab el-Jazair, Ya Shab el-Munadil. Abdelkader Khaldi, il a laissé un texte qui a été chanté par Feu Ahmed Sabar. Jabouha, Jabouha, sur la révolution, voilà, sur l'indépendance. Il y a aussi des chanteurs de Melhoun, de Gasba, il y a des chanteurs de Raï, il y a des chanteurs de chansons oranaises. Oui. Et même dans la région de l'Est, il y a le Chaoui, Staifi, etc. Donc il y a des textes, des chansons chantées. Maintenant, pour les chants, c'est des femmes ou des hommes qui, par rapport à un événement, il composait des vers. Voilà, moi je voulais arriver à ça. Donc il parlait de tous les événements. Alors par rapport à ce que nous avons fait par rapport au projet, on a trouvé par exemple des poèmes, des petits poèmes, pas un grand poème, mais c'est des quatrains comme ça, qui parlent par exemple d'un martyr qui est tombé dans le champ. Et un poème qui parle de la façon dont les femmes utilisaient pour enterrer les martyrs. Il y a des poèmes, par exemple, qui parlent de personnalités qui étaient connues. L'Arbi Ben Mehdi, Ben Bella, lorsqu'il a été l'avion de Ben Bella, il parle de... lors de l'arrestation des cinq leaders dans l'avion, etc. Donc il y a des vers qui parlent d'événements locaux, d'événements nationaux et d'événements internationaux. Arabes, internationaux, etc. Donc il y a plusieurs. Ça veut dire, ce qui montre que ces Algériens, hommes et femmes, étaient conscients de ce qui se passait chez eux. D'ailleurs, il y a eu même des chants patriotiques algériens chantés dans d'autres pays qui, eux aussi, c'était des peuples opprimés, d'ailleurs, pendant leur révolution et leur... je reviens vers vous. Alors, l'impact du 5 juillet, on revient toujours vers le 5 juillet 62. Alors, c'est un très grand point positif pour l'Algérie, puisque c'est son indépendance. Enfin, le peuple opprimé a pu réaliser son rêve de toujours. Alors quel est l'impact de ce 5 juillet dans l'avenir de l'Algérie? Dans l'avenir, dans ce sens-là, on a déjà travaillé là-dessus sur un projet de recherche avec une équipe sous la direction du professeur, le docteur Ammar Mohamed Amer, sur le mémoire et changement social en Algérie chez les catégories de jeunes. Donc le projet, on a traité trois questions importantes. Donc nous avons traité la mémoire algérienne, le changement social et le discours dominant. Bien sûr, l'équipe a travaillé sur quel est le discours dominant après l'indépendance, bien sûr. Et le rapport des jeunes par rapport à la mémoire. Est-ce que ces jeunes-là, comment ils reçoivent la mémoire algérienne? Est-ce qu'il y a relation entre mémoire et changement social? Est-ce que la mémoire est toujours évoquée dans les discours? Donc pour les résultats de recherche, donc nous avons eu des résultats pertinents du moment que tous les jeunes Algériens, bien sûr, ils sont conscients de la mémoire qui est enseignée à travers l'école. Bien sûr, les médias algériens, que ce soit les médias de masse ou bien la presse écrite et mon axe de recherche. Également, les jeunes, ils reçoivent les discours par rapport liés à la mémoire et en même temps, il y a un discours entre mémoire et changement social par rapport à l'avenir de l'Algérie. Sorte de continuité entre le passé et l'avenir de l'Algérie. Tout à fait. Pour la relation des jeunes
par rapport à leur histoire, à leur mémoire. Ils sont vraiment très conscients là-dessus. Et ils sont fiers de l'histoire de leur pays. Oui, hein. oui. Parce que quand on voit les jeunes sortir avec des drapeaux le 1er novembre 54, c'est qu'ils attendent avec engouement cette grande date. Le 19 mars aussi, alors que les gens, ils passaient inaperçus sur ce 19 mars. Alors là, maintenant, la jeune génération connaît la valeur de cette date que le 19 mars, c'est le cessez-le-feu et ainsi de suite. Alors, et maintenant, le 5 juillet, qui est ancré dans la mémoire des Algériens, pour eux, le 5 juillet, c'est une très grande fête. Donc, c'est un événement très important. Effectivement. Et il représente non seulement toute une histoire de l'Algérie indépendante, qui a vécu une histoire coloniale qui a duré pendant 132 ans. Ensuite, après le 5 juillet, il y a tout un changement. Il y a une sorte de relève entre ancienne et jeune génération, mais toujours il y a toujours une sorte de une sorte de nostalgie vers cette génération, une reconnaissance, même si le fait que la fête de l'indépendance et des jeunes a un caractère symbolique et festif. Et dans ce sens-là, les médias ont joué un très grand rôle pour faire connaître cet événement. Pour médiatiser un petit peu l'événement. Oui, même pour partager non seulement à l'échelle locale, mais même à l'extérieur. Aussi, les manuels scolaires, là on trouve les événements liés à la guerre de libération nationale. Le 5 juillet, ils sont présents dans les manuels scolaires. Donc, alors, comment vous avez vécu déjà le rapatriement de nos glorieux chouhada? C'était des moments émotionnels. Donc, alhamdoulilah, ça fait, pour le côté recherche, peut-être c'est une occasion de revoir l'histoire de l'Algérie, de revoir cette période. Exactement. Parce que du soulèvement populaire. Voilà, c'est ce qu'on a constaté depuis les travaux des chercheurs, de mes collègues qui ont travaillé sur la mémoire algérienne. On a beaucoup parlé sur la guerre de libération, on a parlé sur le mouvement national, mais il y a toujours des périodes... Mais très peu sur le soulèvement populaire. Exactement. Donc, c'est le répartiment des crânes des résistants algériens. Donc, c'est un point de départ, bien sûr. Un point de départ pour une nouvelle recherche pluridisciplinaire dans cette thématique qui est vraiment... Il y a de quoi se poser des questions, de faire des recherches et de faire du terrain. Et pourquoi pas aller voir. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, éléments qui est lié déclencheurs de cette période. Oui, de cette période-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Boumedini. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce plateau pour parler de la contribution de la chanson patriotique dans la révolution algérienne, tout comme le cinéma. L'image parlait d'elle-même. Ce sont des images qui, on va dire, qui a été transmise à l'opinion internationale pour un petit peu valoriser l'événement, la lutte des Algériens, du peuple algérien. Donc, sans plus tarder, je vous laisse suivre cette interview faite avec un grand homme qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale. Eh bien, c'est le grand homme, c'est Saïd Amara, qui faisait partie de l'équipe du FLN, et on se retrouve juste après. احنا كان عندنا بكري لوزمو هي الاولى خلي معليش
Oui, allez-y, l'USMO. L'USMO, c'était l'équipe qui avait le plus de valeur et de joueurs internationaux. كما بوجلال كما تشانغو كما فنون كما شراكه وكما كاع حد صوالح بقى انا لحقت عليهم تما j'étais encore jeune j'étais encore à l'école j'avais 10-11 ans. Vous les avez connus? Je les ai connus quand j'ai commencé à me faire connaître ça veut dire 13-14 ans et de là j'étais retenu en sélection, un des rares ici à Saïda. J'étais un des plus jeunes, d'ailleurs ma photo est là-bas. Vous pouvez voir, j'étais un des plus jeunes et comme j'avais une frappe assez puissante, j'ai pu valoriser mon classement et de là avec les collègues, les étudiants qu'il y avait beaucoup d'Européens aussi, les galants, les suites ici et j'ai pu me permettre de valoriser en partant sur Belabès. Alors, le destin m'a poussé dès la fin de la saison d'être parmi l'équipe d'élite de Belabès et avec les gros, tous les gens qui avaient là-bas, Missia, les vedettes qu'il y avait, j'étais retenu comme eux. Après Belabès, je suis allé en vacances parce que on a interdit le championnat aux pays arabes. Les pays arabes qui maintenant. Aux joueurs algériens. Oui, oui. Non, en tous les cas, on nous a interdit d'avoir un championnat. Comment faire? Je suis allé à Marseille. Il fallait bien que je voie un club. Et là, je ne pouvais pas voir un autre club, je ne connaissais pas. C'était, il y avait l'équipe de Belabès, de Avellaneda. Alors je suis resté là-bas. Mais on m'a dit, tu ne peux attendre que dans une dizaine ou 15 jours, on pourra te faire laisser ou quoi que ce soit. Profitant de cet excès de zèle, j'ai dit, bon, que dois-je faire? Ils m'ont dit, le meilleur moyen, il y a des clubs qui ne ferment pas assez vite. Par exemple, tel que moi, il y avait une équipe, c'était le Strasbourg. Et je leur ai donné la priorité. Alors, en leur donnant la priorité, j'ai joué ma première année déjà en National 1, à mon âge. Et j'ai commencé à connaître les joueurs tels que Copa, tels que tous les joueurs qui avaient en évidence. J'étais parmi aussi les plus vus. Ce que j'avais de bien, moi, à l'époque, en dehors de ma technique, j'avais une bonne frappe de balle. Et il m'est arrivé de déchirer le ballon tellement que j'avais une puissance de frappe. Et les gens m'appréhendaient un petit peu. Alors, de Strasbourg, on m'a donné la possibilité sur Béziers. Alors, sur Béziers, j'avais connu ma femme à Strasbourg avant, en descendant sur Béziers. J'ai connu mon épouse, que j'ai amenée ici pour la montrer à mes parents. Parce qu'à l'époque, il fallait demander l'autorisation. Alors, je suis venu avec mon épouse, et voilà comment que j'ai pu rentrer dans le professionnalisme. Là-bas, il y avait des joueurs qui étaient connus, comme des Stojaspal, Wendling, qui était au Real Madrid. Il y avait une poignée. Et surtout, ce que j'avais moi une bonne frappe de balle. L'équipe du FLN, ça a précédé l'arrivée de Maouche à Bordeaux. Et on discutait, on était sur des chaises qui étaient à l'extérieur de la route, la rue Belzins. On discutait un petit peu, qu'est-ce qu'il y a? On me fait savoir que, disent que ton nom a été retenu, tu te débrouilles, tu les rejoins. Et 1 ou 2 jours plus tard, nous avons pris la route. Nous avons traversé Rome. Et de là, on a fait ce qu'on a pu peut-être en ce temps-là. On était dépendant du chef, du responsable de l'équipe FLN qui était là-bas. Et il y en avait d'autres qui nous attendaient à Rome.
parce qu'il fallait se connaître, et parce qu'on devait prendre le bateau plus tard pour la Tunisie. Dans la vie, en l'espace d'un trimestre, on constate qu'il y a des disparités. Et ces disparités font oublier même une vedette. Alors, je remercie tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à mes résultats. De mon côté, je sais qu'ils n'ont pas été faits volontairement, mais ça a été avec mon concours. Ça veut dire que j'essayais toujours d'être un exemple. Et cet exemple, je pense qu'il peut contribuer à cette réussite dont je fais allusion. Maintenant, vous y êtes pour quelque chose. Je vous remercie pour votre visite et d'avoir contribué à m'aider par moments à faire participer mon fils Ali et mon ami Bardet. Si, grâce à eux, je suis en train de passer des petits moments assez plaisants. Et je vous dis que je ne peux que vous dire merci. Eh bien voilà, c'était le grand Saïd Amara qui nous a accordé une interview, une rencontre qui fut un plaisir que de rencontrer ce monument du football algérien et ce monument de la révolution algérienne qui a pu témoigner et qui témoignera jusqu'à comme il me l'a dit, parce que j'ai eu le plaisir de le rencontrer, je témoignerai jusqu'à la fin de ma vie. Donc on vous salue Monsieur Saïd Amara, ce fut un plaisir, je vous dis bonne fête du 5 juillet. Eh bien, je partage le plateau avec Monsieur Ben Haddad Hicham. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Eh bien, Ben Haddad Hicham, vous êtes chercheur en sciences politiques et relations internationales. Oui, très bien. Alors, on revient toujours vers l'événement qui a marqué l'histoire de l'Algérie, l'événement du rapatriement des restes mortuaires des 24 résistants et glorieux martyrs algériens. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde, bonjour aux personnes techniques et aussi tous les téléspectateurs qui me suivent. À l'occasion de la 58e anniversaire de l'indépendance et la jeunesse algérienne, je fais mes salutations au peuple algérien, soit qui est dans le territoire national ou bien qui est à l'étranger. Je vous dis bonne fête, je vous dis Tahia al-Jazair et Allah yarham Shuhada. Vendredi passé, nous avons reçu الرفات نتاع 24 شهيد 24 بطل من ابطال الثورات الشعبيه لي ريفولوسيون بوبولار اللي هذه صافي ان بون مومون l'Algérie en négociation avec l'État français l'État française باش pour récupérer الرفات هذو تاع المجاهدين. Alors on va dire quelles ont été les démarches à suivre sur le plan juridique? Pour le plan juridique, vous allez voir que c'est pas facile. Les négociations, ça fait un bon moment, mais avec l'État français. En 2006, l'État français a été créé la loi اللي تعتبر باللي يعني هذا الرفات والارشيف تاعنا تاع الجزائر اللي راه عندهم بمثابه املاك فرنسيه. وفي الحقيقه هذا النجاح هذا يعني عوده الرفات عنده اكثر من قراءه وعنده اكثر من دلاله، يعني عنده دلالات وقراءات كثيره. لو سمحتي يعني باختصار شديد، الدلاله الاولى وهي انه احتفاظ الاستعمار الفرنسي بهذا الرفات دلاله على إهانة مباشرة للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري. كما على بالكم ما يخفاش عليكم باللي أبطال المقاومة الشعبية
كانوا يقدموهم الجماجم تاعهم والرفات تاعهم، كانوا لما يقطعوا رصانهم كانوا يقدموهم للسلطات في فرنسا، يعني على اساس انها غنيمه وعلى اساس انها هديه. ف pour montrer la gloire du colon. Exactement, pour montrer la gloire du colon. وحنا على بالنا بلي دوبوي 1930 لي ريفوليسيون بوبولار عمرها ما حبست سواء في الاست سواء في الوست سواء في الوسط، كان دائما الثورات الشعبيه. والملاحظ انه دائما لي جان كانوا لو دينامو، كانوا لو موتور دي ريفوليسيون ناسيونال. سي بور سا l'anniversaire اللي رانا فيها اليوم la 58e anniversaire de l'indépendance, vous allez marquer que le mot de l'indépendance est collé et rattaché avec le mot jeunesse. Par exemple le groupe de 6 حسين يعني محمد بوضياف رحمه الله، c'est-à-dire que la moyenne d'âge تاعهم لي ليدر تاع لا غير تاع لا ريفوليسيون كان لو موين داج تاعهم entre 27 ans et 35 ans. يعني الكبير ذاك الوقت ils étaient très jeunes. Très jeunes. Mais ils étaient aussi très matures. Exactement, bien sûr. ذاك الوقت كان الكبير فيهم محمد بوضياف رحمة الله تعالى عليه، والرحمة كذلك على كل الشهداء. فلي جون كانوا دائما هما لو دينامو تاع لي ريفوليسيون، سواء لي ريفوليسيون بوبولار اللي مهدت اللي وجدت كي بريباري لو تيران لا غار دو 1 نوفمبر 1954، او بيان لي جون اللي كانوا في الثورة واللي مازالوا لدروك. باش نولي لو بلان جوريديك، دونك الرفات تاع 24 بطل من ابطال المقاومه الشعبيه يتقدمهم يعني قائد ثوره زعاتشه واحمد بوزياني وكذلك احمد بوبغله رحمه الله تعالى عليهم. شفتوا باللي استقبلناهم بكثير من الفخر والاعتزاز وكثير من الشعور بالانتماء للبلاد. Vous en tant que jeune, vous appartenez aussi à la jeunesse algérienne. Vous êtes, comme on dit, Gilles El Moustaqbal, comme on dit. Donc vous avez suivi cette belle cérémonie à l'honneur de ces glorieux martyrs. Donc, est-ce que quelle est votre émotion? Quelle a été votre émotion? Moi, personnellement, j'ai eu les larmes aux yeux, j'en ai même pleuré. Exactement. ما كاش اللي ما بكاش، ما كاش اللي ما عيناش دمعت. هذا الحدث هذا تاع نهار الجمعة عاود واحد الجزائريين من جديد، عاود واحد قلوب كل الشعب الجزائري، يعني على الرغم من اختلافاتنا السياسية، على الرغم من اختلافاتنا الإيديولوجية، إلا أنه العودة تاع الرفات هذا كان حدث عشناه. والله عشنا الاستقلال، عشنا الحرية، عشنا معاهم الثورة، يعني رجعونا يعني الوقت اللي كانوا فيه يناضلوا ويجاهدوا بلي مويا بأبسط الأسلحة، بمعدات بسيطة، ببنادق صيد، بسيوف إلى غير ذلك. فعشنا معاهم. والحدث هذا للأسف الشديد نشوفوا باللي بعض الناس يشوفوا، يعني شفنا دي كومنتير، شفنا تعليقات، شفنا بعض المواقف يعني من خوتنا، يعني من بعض يعني الجزائريين هداهم الله، أنهم يقول لك باللي كان الأولى نرجعوا المال من الجماجم إلى فهذا رمز من رموز السيادة. Bien sûr, c'est la gloire à nos martyrs. Ils ont donné de leur vie à ce pays. Ils ont donné leur vie à ce pays. اكزاكتومون. حنا الجيل ما عشناش الثوره، حتى الجيل تاع الاستقلال ابائنا ممكن ما عاشوش الثوره، ولكن اعاده كتابه التاريخ من جديد، اعاده الاحساس بعمق هذا البلد، بتجذر الشعب الجزائري بعمق تاريخه، باصالته، بهويته، اعاد احياء فينا هذه الروح هذه من جديد كما على بالكم. وهذا عوده الرفات غادي يمهد الطريق ان شاء الله باش نعاودوا نريكبيرو ان شاء الله الارشيف ناسيونال ان شاء الله. C'est une prochaine étape, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, ce fut un plaisir que de vous recevoir et de partager avec vous ce moment du 5 juillet. Aujourd'hui, on est le 6, mais on est toujours dans l'ère de l'indépendance. Donc, un dernier mot pour la jeunesse algérienne que vous représentez d'ailleurs. Bon, نقولها باللهجة المحلية تاعنا، ليس بالوهرانية. ما عندناش جزائر أخرى، ما عندناش وطن آخر. الجزائر نحن لا نسكنها، الجزائر تسكن في قلوبنا. واختم بمقولة الشيخ البشير إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، من قال: نحن رجال أبناء الرجال أحفاد الرجال. والشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه الرمز المعلم قال: فإن هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب، تحيا الجزائر والعرب. عاشت الجزائر إن شاء الله حرة مستقلة. الجزائر نبنيها جميعا بسواعدنا، كما كان الشباب حرروا هذه البلاد حررها الشباب، والتصق اسم الشباب بالاستقلال، التصق اسم الشباب بالثورة. كذلكم اليوم إن شاء الله تعالى الجزائر هذه لا تبنى إلا بسواعد الرجال. عندنا
اسبوار في جزائر جديده ان شاء الله نبنوها كاع حنايا نديروا اليد في اليد وحتى حاجه ما تجي بسرعه حتى حاجه ما تجي بالخف ومسافه ال1000 ميل تبدا بخطوه واحده. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. Vous avez tout résumé. L'Algérie hier, l'Algérie aujourd'hui et l'Algérie demain. Donc on donnerait notre vie pour notre parti et pour l'Algérie. Donc je vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre ce reportage sur la chanson patriotique et sa contribution lors de la Révolution. Et on se retrouve juste après avec notre dernier plateau. Lorsque l'on parle de chansons révolutionnaires, on pense tout de suite aux chansons fredonnées pendant la guerre. La chanson est en effet un moyen de contrer la difficulté de la situation, mais c'est également un moyen de cohésion, d'équipe et de discipline. Dans la résistance et au cours de l'histoire de notre pays, les artistes révolutionnaires ont créé des chants militaires aux multiples significations, que ce soit un hymne patriotique ou une musique de marche militaire pour aller au combat. Chaque chanson est un produit de l'histoire. La chanson patriotique représentait durant la guerre de libération une forme de résistance contre l'occupation et une arme dans la lutte pour l'indépendance. Le chant patriotique avait constitué un moyen de mobilisation, d'unification et de motivation pour la poursuite de la lutte contre le colonialisme. La chanson patriotique accompagne le mouvement national, l'hymne national, sa valeur esthétique, son contenu et la conscience du peuple algérien pendant la révolution armée. Qasaman bin Nazilat al-Mahiqat. On est fiers d'avoir un hymne national qui représente notre fierté et la patrie, l'Algérie, qui a eu son indépendance le 5 juillet 62 et qui a vécu le 3 juillet un événement historique qui est venu se rajouter à d'autres dates de l'histoire. Je partage le plateau avec Mariam Meziane. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre Alors Mariam Meziane, vous êtes professeur, ingénieur et ingénieur principal des laboratoires à l'ENPO, l'École nationale polytechnique Maurice Audin à Oran. Et bien sûr, vous êtes accompagné d'un jeune inventeur, c'est Fouzi Berrahma, bonjour. Bonjour. Qui nous vient de Mostaganem et qui a pris le départ très tôt d'Alger aujourd'hui pour assister à notre plateau. Alhamdulillah. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir fait un petit effort pour être avec nous. Oui, ça fait plaisir. Marhaba bik. Alors Mariam, qu'avez-vous à nous dire sur ce 3 juillet 2020 qui a connu le rapatriement des restes mortuaires de nos glorieux martyrs? C'était un pas qui fait plaisir à tous les Algériens. On est tous contents. Qui a marqué l'histoire de l'Algérie aussi. Sûr, oui. Alors parlez-nous un petit peu de la chenille des inventeurs qui se trouve à l'École nationale polytechnique. Oui, concernant le Fab Lab. C'était un projet du ministère de l'Enseignement supérieur en 2017 de créer un espace pour les étudiants pour innover, un espace pour réaliser leurs idées, pour avoir un espace de partage, de création
pour les encourager aussi. Très bien, parce que vous avez plusieurs inventeurs dans plusieurs domaines, dans des domaines différents. Oui. Donc parlez-nous un petit peu des domaines qui sont à l'ENPO. Il y a plusieurs spécialités. On a du génie électrique, génie mécanique, physique, chimie, génie civil. Et récemment, il y avait le management aussi. Très bien. Alors, et quelle est votre fonction? Ingénieur principal des laboratoires universitaires. D'accord. Alors, quand on dit ingénieur principal des laboratoires universitaires, alors quelle est la fonction de cet ingénieur? Avant, j'étais chargée des équipements de l'École nationale polytechnique, c'est-à-dire l'entretien, la maintenance de tous les équipements au niveau de l'école. Les équipements de recherche et pédagogiques. Après, j'étais chargée du Fab Lab. J'étais responsable de l'encadrement de ces jeunes étudiants. Oui. Voilà. Et je viens de soutenir mon doctorat en électrotechnique. Ah, très bien. Oui. Très bien. D'ailleurs, on a reçu des jeunes inventeurs de l'ENPO, tels que la poubelle intelligente, tels que le détecteur de fuite de gaz. Est-ce que ça continue? Les étudiants, ils ont terminé leurs études. Il y a d'autres projets, il y a d'autres étudiants. Ils ont continué leurs études et leurs inventions. Oui. D'accord. Et bien sûr, puisqu'on parle d'inventeurs, on a avec nous Fouzi Berrahma. Bonjour. Eid Saïd, on va dire bonne fête du 5 juillet et bonne fête aussi de la jeunesse. أولا السلام عليكم عيد سعيد للجزائريين يعني ككل بمناسبة يعني حلول عيد الاستقلال استقلال الجزائر يعني وطننا كنا يعني كجزائريين سواء داخل أو خارج الوطن وأيضا لعيد الشباب يعني بهذه المناسبة. Alors, d'ailleurs, on a assisté à un événement historique, la restitution des 24 restes mortuaires de nos glorieux Chouhada. Donc, est-ce que vous avez assisté, est-ce que vous avez suivi la cérémonie du rapatriement? نعم كنت على اطلاع يعني على هذا وهذا ما يجعل يعني يقشعر له القلب خاصة لما ترى يعني أنه هناك يعني استرجاع لرفوف يعني لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا يعني بالنفس والنفيس وهذا ما بدر يعني بذهني وجعل مني يعني أسترجع تلك يعني فكرة أنه كان هناك في القديم أو في عصر في عهد الاستعمار يعني كان هناك حرب بالسلاح حارب من أجلها يعني المجاهدين ونحن بدورنا كمخترعين وكباحثين جزائريين أو كفاءات جزائرية من واجبنا أن نحارب في هذا الوقت أو نستعد لمواجهة الأزمات خاصة ونحن في ظل يعني أزمة الكورونا يعني من واجبنا أن نضحوا بالنفس والنفيس أيضا بالعلم وأيضا لأنه الآن أصبحت حرب بيولوجية أو حرب مثل ما نقول يعني حرب علمية أو حرب إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه إذا لم يكن هناك استغلال لهذا العلم في الجانب او الشطر الايجابي فلن يكون هناك يعني افاده للوطن ككل. Alors qui est Fouzi Berrahma? فوزي بالرحمة. راهم غير يقولوا لي مش شكون فوزي بالرحمة. Okay, فوزي بالرحمة in English he is the best young Arab inventor in the world. So on 2016. Surtout que vous avez fait vos études à Londres. Yeah. En Angleterre. Yeah, that was Très in bien. London. I'm sorry, I speak English, so. Très bien. Is that right? Quoique je ne comprends pas tellement l'anglais. Ok, نتكلموا باللغة العربية أحسن. Il faut parler en français parce que là, on est en train de s'adresser à une communauté et c'est une chaîne d'expression J'ai eu le française. prix de meilleur arabe inventeur du monde en 2016 et le meilleur vendeur de produits électroniques en 2015. D'accord. Alors quel est le principe de votre invention? C'est un chargeur sans fil qui charge les téléphones à distance plus que 2 mètres et moins que 5 mètres.
Ah d'accord. Alors, et quel est le principe de cette invention? Alors, comment vous avez... C'est le chargement interne parmi l'énergie solaire et en même temps la transmission de l'énergie sans fil, sans utiliser les câbles et ces trucs-là. D'accord. Alors, et quel est l'état d'avancement de cette invention actuellement? Est-ce que cette invention est mise à la production? Elle est mise... Oui. Pour le moment, on est avec la nouvelle gouvernement, donc avec le ministère du Start-up, les تم يعني استحداثها مؤخرا دونك نحن في طور يعني عندنا سجل تجاري ولكن ننتظر يعني الدعم من طرف يعني الدولة لأنه هذا مشروع كبير مشروع دولة مشروع يعني بلد ككل لأنه يصبح يعني يصدر للدول الأخرى لأنه اختراع يستطيع أن يعمل ضجة يعني في عالم الهواتف النقالة وعالم الإلكترونيات وإن شاء الله يعني يكون هناك توفيق من هذا المشروع. Est-ce que vous vous préparez à une autre invention? Oui, on a un stérilisateur du voiture هذا من أجل يعني الكورونا يعني من أجل محاربة الكورونا. C'est pour les voitures, pour stériliser les voitures. C'est à distance en même temps, donc tu peux stériliser votre voiture à distance. Juste tu utilises les clés. Donc, et après, tu peux utiliser ta voiture. Très bien. Et quand est-ce qu'il sera mis sur le marché, le stérilisateur? Non, pas encore. Pas encore, mais il est déjà réalisé. Ah, d'accord. Oui, il est déjà réalisé. On a déposé la demande du brevet. Oui, avec l'ENAPI, c'est المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية. تحصلنا على يعني مثل ما نقول احنا البي في دو دوموند وان شاء الله يكون هناك يعني براءة اختراع ويتم التصنيع محليا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. مريم Madame Myriam Meziane, alors on le rappelle que vous êtes attendez, chef de projet, c'est ça? J'étais chargée du laboratoire. Du laboratoire, voilà Fabla, à l'ENPO. Donc juste un dernier mot pour le téléspectateur. Merci. Alors, quels sont vos projets au sein de cette institution, au sein du laboratoire? Plutôt mes projets professionnels. Je souhaiterais maîtriser les techniques des procédés des énergies renouvelables, comme je fais partie d'une équipe de recherche sous la direction des professeurs Shaker et professeur Zbiret. Je souhaiterais contribuer au contrôle des énergies renouvelables. Ah, très bien. C'est un bon domaine d'ailleurs qui est en pleine expansion actuellement. Oui, je m'intéresse beaucoup. Pendant ma graduation, je m'intéressais aux énergies photovoltaïques et pendant mon projet de doctorat, je me suis intéressée aux énergies éoliennes. Très bien. Alors, exactement. Très bien. Alors, quels sont vos projets, Fouzi Belrahma? عندي يعني أنا سبق أني بعد العودة يعني للوطن الأم سنة 2017 يعني قمت بتأسيس رفقة مجموعة من الباحثين والمخترعين الجزائريين اللي كنت في تواصل دائم معهم لما كنت في بريطانيا. On était en contact pour installer une association nationale d'innovation et la création ici en Algérie pour l'innovation et la création ici en Algérie. Donc الحمد لله وفقنا الله أنه تحصلنا على الاعتماد سنة 2019 وين قمنا بعدة مشاريع من بينها فتح مجموعة من الفروع الولائية على مستوى مختلف الولايات وين يعني كل فرع ولائي عنده مجموعة من الشباب الباحثين والمخترعين والمتحصلين على يعني لما نقول المتحصلين أو الكفاءات الجزائرية لا نقصي يعني العصاميين اللي عندهم يعني أفكار وعندهم اختراعات سوسون دي بورتور ديدي دي بورتور دو بروجي وي دونك يلزم نعطوهم أهمية أيضا فقط يعني كنت في الكواليس نتناقش أنا والدكتورة يعني الأخت. Donc on arrive à la fin de notre direct, oui. Donc هذا هو من بين المشاريع هو الأكاديمية الوطنية اللي هي
تساهم في تشجيع الشباب من أجل دخول عالم ريادة الأعمال وأيضا تجسيد أفكارهم على أرض الواقع من أجل أنهم يعني يفتحوا شركات ناشئة. Eh bien voilà un exemple de jeunes Algériens en 2020. Eh bien Yartek Saha, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait quand même la route d'Alger à Oran pour assister avec nous et pour partager avec nous ce moment. Merci Madame Myriam Meziane, bon courage. Merci. Très bien. Alors quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne fête encore une fois. Gloire à nos martyrs. Au revoir.